T'es-tu déjà demandé dans quels endroits étranges les gens pourraient vivre? Aujourd'hui, je vais t'emmener découvrir les coins les plus insolites et surprenants du monde où, crois-moi, la réalité dépasse la fiction. D'une ville en Égypte, enterrée sous des tonnes de déchets, où les habitants recyclent plus que n'importe quel autre endroit, à une communauté au Japon, où les résidents doivent porter des masques à gaz pour survivre. Tu découvriras également une île minuscule, de la taille de 4 terrains de basket, disputée entre 2 pays, mais où vivent 500 personnes serrées comme des sardines. Numéro 1. Monchia Nazar, Égypte. Au cœur animé du Caire, en Égypte, se trouve l'une des communautés les plus surprenantes et sans doute les plus étranges du monde. Monchia Nazar, également connue sous le nom de la ville des ordures. Bien qu'en surface, cela pourrait sembler un endroit ordinaire, ce qui distingue cette ville des autres, c'est le fait qu'elle est littéralement ensevelie sous des tonnes de déchets. Ses habitants, connus sous le nom de Savilènes, vivent au milieu de montagnes de détritus et se consacrent à la collecte et au recyclage des ordures. Ce phénomène si particulier est dû au fait qu'au Caire, malgré le fait d'être une métropole importante avec des millions d'habitants, n'a jamais investi dans un système efficace de gestion des déchets. À la place, les citoyens ont pris en charge la tâche de se débarrasser des ordures par eux-mêmes. C'est ainsi que Monchia Nazar s'est transformé en la destination finale de la majeure partie des déchets de la ville. Les Savilènes collectent, trient et recyclent ces déchets, réussissant à recycler un pourcentage étonnant, estimé à 85%. Malgré le travail ardu de ces personnes, les conditions dans lesquelles elles vivent ne sont pas enviables. L'environnement est infesté de maladies en raison de l'exposition constante aux déchets en décomposition et aux produits toxiques. Cependant, ce qui pourrait sembler être le scénario d'une tragédie est, en réalité, une démonstration impressionnante de résilience. Les Savilènes ont créé un système de recyclage bien plus efficace que celui de nombreuses villes développées. Leur capacité à donner une seconde vie aux déchets est un exemple de la manière dont la nécessité peut stimuler la créativité et l'innovation. Néanmoins, la pauvreté et le manque de ressources restent des problèmes graves à Monchia Nazar. Beaucoup de familles qui y vivent n'ont pas les moyens de déménager vers de meilleures zones, elles sont donc obligées de continuer à subsister parmi les déchets. Malgré cela, la communauté est étonnamment optimiste. Les habitants de Monchia Nazar ont fait des déchets leur mode de vie, non seulement en survivant dans cet environnement hostile, mais en prospérant dans une certaine mesure. Numéro 2. Principauté de Sealand, Royaume-Uni. Face à la côte du Royaume-Uni, dans la mer du Nord, se dresse un curieux pays, appelé Sealand. Ce petit morceau de terre, qui est en réalité une plateforme militaire abandonnée, a été revendiqué comme nation indépendante en 1967 par Pedi Roibat, un ancien major de l'armée britannique. Malgré sa taille minuscule, Sealand a une histoire fascinante d'indépendance et de résistance. L'origine de Sealand remonte à la Seconde Guerre mondiale. Elle a été construite dans le cadre des défenses britanniques contre les attaques aériennes allemandes. Cependant, après la fin du conflit, la plateforme a été abandonnée. Bath, dans un acte audacieux, a décidé de l'occuper et de la proclamer comme un pays indépendant, se déclarant prince de Sealand. Ce qui distingue Sealand de tout autre pays, c'est que son indépendance n'a été reconnue par aucune nation dans le monde. Malgré cela, la famille Bath a maintenu la souveraineté de la plateforme pendant des décennies, créant sa propre monnaie, des passeports et même un blason. Sealand est, en termes techniques, le plus petit pays du monde, avec une superficie de seulement 1 acre. Au fil des ans, Sealand a connu plusieurs moments dramatiques, y compris des tentatives d'invasion. En 1978, un groupe de mercenaires a tenté de s'emparer de la plateforme, mais a été repoussé par la famille Bath. Cet événement a encore renforcé l'idée que Sealand est, en fait, une véritable nation, malgré sa taille minuscule et son manque de reconnaissance. Bien qu'aujourd'hui, Sealand soit habité uniquement par le fils de Pedi Roibat, le prince Michael, la plateforme reste un symbole de la lutte pour l'indépendance et l'autodétermination.
Ceylon est peut-être petit, mais son histoire est grande. Numéro 3. Coober Pedy, Australie. Dans le vaste désert australien, il existe une ville qui semble sortie d'un film de science-fiction. Coober Pedy. Cet endroit particulier est connu non seulement pour être la capitale mondiale des opales, mais aussi parce que la moitié de sa population vit sous terre. Oui, littéralement, sous le sol. Coober Pedy a commencé comme une ville minière au début du XXe siècle, lorsque les chercheurs d'opale sont arrivés attirés par les promesses de richesse. Cependant, ils ont rapidement découvert que les températures à la surface étaient insupportables, atteignant jusqu'à 45 degrés Celsius en été. La solution a été ingénieuse, creuser des habitations souterraines dans le lit de grès, où les températures étaient beaucoup plus fraîches et constantes. Aujourd'hui, Coober Pedy reste un important producteur d'opale, et bien que le nombre de mineurs ait diminué, la tradition de vivre sous terre a perduré. Les habitations souterraines, connues sous le nom de dugou, sont bien plus que de simples trous dans le sol. Beaucoup d'entre elles disposent de toutes les commodités modernes, comme des cuisines, des salles de bain, et même des églises et des magasins creusés dans la roche. Le plus impressionnant est que ces habitations maintiennent une température constante d'environ 22 degrés Celsius, indépendamment de la chaleur accablante à la surface. De plus, les résidents peuvent personnaliser leur maison. Ils peuvent creuser davantage de pièces selon leurs besoins, ce qui permet une croissance architecturale, organique et unique. Le tourisme joue également un rôle important dans l'économie de Coober Pedy. Les visiteurs affluent du monde entier pour vivre l'expérience de la vie souterraine et admirer les pierres précieuses éclatantes pour lesquelles la ville est célèbre. De plus, la ville a été le décor de plusieurs films, grâce à son paysage surréaliste et presque martien. Coober Pedy est un endroit où l'adaptation à un environnement extrême est devenue un mode de vie. La ville souterraine est un témoignage de l'ingéniosité humaine et de la manière dont, face à des conditions apparemment impossibles, nous trouvons toujours un moyen de prospérer. Numéro 4. Ilelidu, Islande. Dans le lointain archipel de Vestmannaeyjar, au nord-est de l'Islande, se trouve un lieu qui semble tout droit sorti d'un conte d'isolement extrême, l'Ilelidy. Cette petite et solitaire masse de terre, entourée par le vaste et froid Atlantique Nord, abrite ce que beaucoup considèrent comme la maison la plus isolée du monde. Ce qui est fascinant sur cette île, ce n'est pas seulement son paysage sauvage et indomptable, mais aussi son histoire. Derrière sa seule structure, une petite cabane blanche qui se dresse au cœur de l'île. Comme si c'était le dernier vestige de vie humaine dans un lieu oublié par le temps. Contrairement à ce que certains pourraient imaginer, cette île n'est pas le refuge secret d'une célébrité millionnaire en quête d'une intimité extrême. En réalité, son histoire est bien plus modeste. En 1953, une association locale de chasseurs a construit la cabane comme un refuge temporaire pendant la saison de chasse aux macareux. Ces sympathiques oiseaux marins qui abondent dans la région et qui, curieusement, sont appréciés pour leur chair et leur plumage en Islande. Non, ce n'est pas la propriété de Björk, ni d'aucun entrepreneur excentrique. Elle a simplement été créée pour servir de foyer temporaire à ceux qui s'aventuraient à chasser dans la région. Cependant, l'histoire de l'Ilelidy commence bien avant l'arrivée des chasseurs. Au cours des premières décennies du XXe siècle, l'île abritait plusieurs familles qui vivaient de la pêche et de l'élevage de bétail, lesquelles, malgré le climat inhospitalier, ont réussi à survivre dans ce lieu reculé pendant des années. La dernière de ces familles a certainement quitté l'île dans les années 1930, laissant l'île complètement inhabitée, et depuis lors, seule la cabane a été occupée occasionnellement. Il est difficile d'imaginer comment aurait été la vie quotidienne dans cet endroit si isolé, où le vent et l'océan sont les seuls compagnons constants. Mais sans aucun doute, l'abandon de l'île par ses derniers habitants a marqué la fin d'une époque pour Ilelidy. Aujourd'hui, la cabane est toujours debout, vide la plupart du temps, attendant l'arrivée des chasseurs qui l'utilisent comme base temporaire. Sa solitude, cependant, n'est pas passée inaperçue. Au fil des ans,
l'image de cette petite cabane, au milieu de nulle part, a captivé l'imagination des gens du monde entier, au point d'être connue comme la maison la plus solitaire du monde. La sensation d'isolement qui émane de l'île est si intense que beaucoup la considèrent comme l'épitome de l'évasion totale de la civilisation. Numéro 5. Appartement, cercueil à Hong Kong. Dans l'une des villes les plus densément peuplées du monde, Hong Kong, la crise du logement a conduit à la création d'une solution qui, pour beaucoup, est presque inimaginable. Les appartements cercueils. Ces minuscules espaces habitables, qui parfois ne dépassent pas 15 mètres carrés, sont le foyer de milliers de personnes qui ne peuvent pas se permettre un logement plus grand dans cette ville aux biens immobiliers prohibitifs. Les appartements cercueils ne sont rien d'autre que des chambres subdivisées à l'intérieur d'unités plus grandes, où autant de lits que possible sont placés pour maximiser l'espace. Souvent, ces espaces sont si réduits qu'il n'y a de place que pour un lit, avec peu ou pas d'espace pour se déplacer. Les résidents doivent ranger leurs affaires sur des crochets ou des étagères suspendues au-dessus de leur lit, et dans certains cas, les murs entre les appartements ne sont rien d'autre que des grillages métalliques. Ces conditions de vie extrêmes sont le résultat de l'énorme demande de logement à Hong Kong, où le terrain disponible pour le développement est extrêmement limité. Seul un quart de la ville est apte à la construction, ce qui a conduit les propriétaires à diviser les propriétés en unités de plus en plus petites pour maximiser les profits. Malgré la taille réduite et l'aspect claustrophobique de ces appartements, les prix ne sont pas bas. Un appartement cercueil peut coûter plus de 100 $ américains par mois, ce qui représente une part significative du salaire minimum de nombreux résidents. Et le plus frappant, c'est qu'en 2023, plus de 200 000 personnes vivaient dans ce type de logement à Hong Kong. Le gouvernement local a promis de prendre des mesures pour améliorer la situation, mais le problème du logement à Hong Kong est profond et complexe. En attendant, des milliers de personnes continuent de vivre dans ces espaces réduits, essayant de faire au mieux avec ce qu'elles ont. Numéro 6. Whittier, Alaska. C'est une petite localité en Alaska qui se distingue par une caractéristique unique. Toute la ville vit sous un même toit. Cette communauté, située à environ 102 km au sud d'Anchorage, a une population d'environ 200 personnes. Toutes résident dans un bâtiment de 14 étages, connu sous le nom de Begish Towers. Ce bâtiment n'est pas seulement un complexe d'appartements. À l'intérieur, on trouve pratiquement tout le nécessaire pour la vie quotidienne. Construit à l'origine comme une base militaire pendant la guerre froide, Begish Towers est maintenant le noyau de la vie à Whittier. À l'intérieur de ces murs, il y a une école, un bureau de poste, un magasin, une laverie, un petit hôpital et même une église. Les habitants de Whittier n'ont pas besoin de sortir du bâtiment, à moins qu'ils ne le souhaitent, ce qui est utile, étant donné que les températures hivernales peuvent devenir extrêmement froides, tombant souvent en dessous de 10 degrés Fahrenheit. L'un des aspects les plus surprenants de Whittier est son accès. La ville est connectée au reste de l'Alaska par un unique tunnel à voie unique qui est partagé avec les trains. Ce tunnel, qui mesure plus de 4000 mètres de long, ne permet le passage des véhicules que pendant certains horaires de la journée. Et il ferme complètement pendant la nuit pour laisser passer les trains. Malgré l'isolement de Whittier, ses habitants ont réussi à développer une communauté autosuffisante et fonctionnelle. Whittier est également célèbre pour ses paysages naturels impressionnants. Avec des vues sur la baie de Prince William Sound et entouré de montagnes et de glaciers. Cependant, vivre dans un seul bâtiment, bien que pratique, a aussi ses inconvénients. Le bâtiment du CNER voisin, abandonné depuis 1966, est considéré par certains comme un lieu hanté. Bien que la plupart des résidents préfèrent ne pas en parler, les légendes locales ajoutent une touche de mystère à cette communauté particulière. Numéro 7. Santa Cruz del Islot, Colombie. Au milieu des eaux chaudes et cristallines des Caraïbes colombiennes, se trouve un petit joyau qui, à première vue, ressemble à un autre paradis tropical. Santa Cruz de l'Ilo. Cependant,
Ce qui rend cet endroit vraiment fascinant est une caractéristique qui ne peut pas être perçue immédiatement. C'est l'une des îles les plus densément peuplées du monde. Malgré sa minuscule superficie de seulement 2 acres et demi, cette île abrite environ 600 personnes. Oui, vous avez bien entendu. 600 personnes vivent entassées sur cette petite bande de terre, la rendant unique et extrêmement curieuse. Mais, comment est-il possible que tant de personnes cohabitent dans un espace si restreint? La réponse réside dans l'organisation et la communauté soudée que les habitants ont forgée au fil des années. Ce qui est le plus frappant à Santa Cruz del Islot, c'est que, malgré les limitations d'espace, la vie se déroule de manière étonnamment paisible. Pour commencer, il n'y a ni voiture ni aucun type de véhicule motorisé sur l'île. Il n'y a pas non plus de force de police, ce qui pourrait sembler alarmant ailleurs, mais ici, c'est simplement inutile. Les habitants de Santa Cruz se connaissent entre eux et la proximité de leurs relations. Cela a donné lieu à une communauté pacifique et unie. Chaque semaine, le mercredi pour être exact, les résidents se réunissent sur la petite place de l'île pour profiter de l'une des rares activités récréatives qu'ils ont, écouter de la musique et danser ensemble. Cette tradition est plus qu'une simple forme de divertissement. C'est une manière de renforcer les liens communautaires et de maintenir un sentiment d'appartenance dans un espace si restreint. Les rues de Santa Cruz sont en réalité un lieu de repos. Des passages étroits entre les maisons, et bien que l'espace soit limité, l'esprit de communauté compense largement. Cependant, vivre sur une île si petite n'est pas sans défi. L'un des problèmes les plus significatifs auxquels les résidents sont confrontés est l'accès limité à l'eau potable. Étant entourés par l'océan, l'eau douce est une ressource rare. Et les habitants de Santa Cruz dépendent d'un seul entrepôt qui leur fournit de l'eau en bouteille. C'est un problème qui affecte directement leur qualité de vie, car ils dépendent entièrement des expéditions depuis le continent. Un autre des défis imposés par l'espace réduit est le manque de terrain pour un cimetière. En fait, il n'y a pas un seul coin sur l'île qui puisse être destiné à enterrer les défunts. Pour cette raison, lorsqu'une personne meurt à Santa Cruz, son corps doit être envoyé sur le continent pour être enterré, ce qui représente à la fois un défi logistique et émotionnel pour les familles. L'île est si densément peuplée que même dans la mort, les habitants doivent partir. Numéro 8. Nijango, lac Victoria, Kenya. Au milieu du vaste lac Victoria, entre le Kenya et l'Ouganda, se trouve la petite île de Nijango qui, malgré sa taille minuscule, a été le centre d'un différend territorial entre ces deux pays. Avec une superficie de seulement un demi-acre, l'île abrite environ 500 résidents, vivant dans des conditions de surpeuplement. Ce qui rend Nijango si précieuse, c'est son accès privilégié aux riches zones de pêche du lac Victoria, où la pêche est la principale activité économique. L'industrie de la pêche de l'île génère une quantité considérable de revenus, ce qui a attiré l'attention à la fois du Kenya et de l'Ouganda, tous deux, revendiquant la souveraineté sur Nijango. Ce différend a conduit à des tensions entre les pêcheurs locaux, qui se retrouvent souvent pris au milieu des exigences fiscales des deux gouvernements. Malgré sa petite taille, la vie à Nijango est vibrante et active. Les maisons sont construites très proches les unes des autres, créant un sentiment de communauté très soudée. Le manque d'espace est évident à chaque coin de l'île, où les habitations, les magasins et même les bars sont compressés dans chaque mètre carré disponible. Malgré les difficultés qu'implique la vie dans un endroit si petit et en constante dispute, les résidents de Nijango ont appris à s'adapter. La pêche reste la principale source de subsistance et les pêcheurs naviguent quotidiennement sur les eaux du lac Victoria, à la recherche de leur subsistance. Pendant ce temps, la question de savoir qui contrôle officiellement l'île reste un sujet délicat et non résolu. Numéro 9. Miyajima, Japon. C'est une petite île au Japon qui offre une expérience de vie complètement différente de n'importe quel autre endroit dans le monde. Cette île, située dans la mer du Diable, est connue pour son émission constante de gaz volcanique, obligeant à porter des masques à gaz en tout temps.
Le volcan Muwayama, situé au centre de l'île, est actif depuis des siècles, mais une éruption particulièrement violente en l'an 2000 a obligé à évacuer la majeure partie de la population. 5 ans plus tard, de nombreux résidents ont décidé de retourner sur l'île malgré les dangers constants. Aujourd'hui, environ 2800 personnes vivent à Miyajima, adaptées à la présence continue de gaz toxiques. Les sirènes installées sur toute l'île font partie intégrante de la vie quotidienne. Lorsque les niveaux de dioxyde de soufre dans l'air augmentent, les sirènes se déclenchent et les résidents doivent mettre leur masque à gaz pour continuer leurs activités quotidiennes. Malgré ces défis, la vie à Miyajima suit son cours normal. Les enfants vont à l'école, les familles cultivent leurs terres, et les gens se marient et fondent des foyers, tout cela à l'ombre du volcan. Le tourisme à Miyajima a également augmenté ces dernières années, avec des voyageurs curieux qui viennent découvrir la vie sur une île où la nature impose des conditions si extrêmes. Les visiteurs doivent se soumettre à des examens médicaux avant leur arrivée, pour s'assurer qu'ils peuvent tolérer les conditions environnementales. Et ils doivent également être prêts à porter des masques à gaz pendant leur séjour. Numéro 10. Centralia, Pennsylvanie, États-Unis. Une petite localité en Pennsylvanie a été le théâtre d'une tragédie environnementale qui l'a transformée en une ville presque fantôme. En 1962, un incendie accidentel dans une mine de charbon a déclenché une catastrophe. Une catastrophe qui persiste encore aujourd'hui. La mine souterraine, riche en charbon, a commencé à brûler de manière incontrôlable. Et malgré de nombreuses tentatives pour éteindre le feu, celui-ci continue de brûler sous terre depuis plus de 60 ans. Ce qui rend Centralia un endroit unique et sombre, c'est que le feu souterrain continue de produire de la chaleur et de la fumée, ce qui a provoqué l'effondrement du sol à certains endroits, formant des gouffres dangereux. La fumée et les gaz toxiques qui émanent des fissures dans le sol ont rendu une grande partie de la ville inhabitable. Des près de 3000 résidents qui y vivaient autrefois, seules 5 personnes restent aujourd'hui, s'accrochant à ce qui reste de leur foyer. Dans les années 80, les autorités locales ont commencé à évacuer les résidents. En raison des risques pour la santé et la sécurité, les bâtiments et les maisons ont été démolis et les rues sont restées vides. Aujourd'hui, Centralia est devenue une sorte d'attraction touristique. Macabre, avec des visiteurs qui viennent voir les routes fissurées et la fumée qui continue de s'échapper du sol. Même l'ancienne autoroute de la route 61, qui traverse Centralia, a été abandonnée et est couverte de graffitis. La tragédie de Centralia a inspiré de nombreuses histoires et légendes. Certains croient que la ville est maudite, tandis que d'autres la voient comme un rappel des dangers de l'exploitation des ressources naturelles, sans un contrôle adéquat. La vérité est que le feu à Centralia continue de brûler, et on s'attend à ce qu'il continue de le faire pendant des centaines d'années encore. Malgré la dévastation, les quelques résidents qui restent refusent de quitter leur ville. Ils s'accrochent à l'espoir que, un jour, les flammes s'éteindront et qu'ils pourront à nouveau vivre sans crainte. Centralia est un rappel inquiétant de la manière dont la nature peut reprendre ce qui lui appartenait autrefois. Numéro 11. Myrny, Russie. Au cœur de la Sibérie, en Russie, se trouve la ville de Myrny, célèbre non seulement pour son climat glacial, mais aussi pour abriter l'une des mines de diamants les plus grandes et profondes du monde. Ce gigantesque trou, connu sous le nom de mine de diamants de Mir, a été creusé pendant l'ère soviétique. Et c'est l'une des plus grandes réussites de l'exploitation minière de diamants. L'histoire de Myrny commence en 1955, lorsque des géologues soviétiques ont découvert un riche filon de kimberlite, une roche volcanique qui contient souvent des diamants. Cette découverte a conduit au développement rapide de la ville de Myrny et à la création d'une gigantesque mine à ciel ouvert. À son apogée, la rivière Myrny est devenue un lieu de vie important pour les soviétiques. La mine produisait des millions de carats de diamants chaque année, ce qui a fait de Myrny un centre vital pour l'industrie du diamant en Union soviétique. Aujourd'hui, la mine de Myrny est un énorme cratère, avec une profondeur de 520 mètres et un diamètre de plus de 1180 mètres.
ce trou est si grand que certains affirment qu'il peut affecter le flux d'air à l'intérieur. Ce qui pourrait représenter un danger pour les aéronefs qui volent à proximité. Bien que cela n'ait pas été confirmé, les légendes sur des hélicoptères aspirés par les courants d'air se sont multipliées. L'aura de mystère qui entoure l'Anine. L'Anine a été fermée en 2001, après presque un demi-siècle d'exploitation. Cependant, la ville de Nirni reste un point clé dans l'industrie du diamant, avec de nouvelles mines souterraines en activité. Malgré la fermeture de l'Anine à ciel ouvert, l'énorme cicatrice laissée sur la terre reste un rappel impressionnant de l'impact de l'activité minière. Aujourd'hui, Nirni reste une ville vibrante, bien que le trou géant en son centre soit désormais une attraction touristique plutôt qu'une source de diamants. Ce cratère immense symbolise à la fois la richesse qu'il a apportée et le coût environnemental de son extraction. Numéro 12. Temple suspendu de Hanshan, Chine. Dans les montagnes escarpées de la province de Shaanxi, en Chine, se trouve l'une des merveilles architecturales les plus surprenantes du monde, le temple suspendu de Hanshan. Ce temple incroyable semble défier les lois de la gravité, car il se dresse de manière précaire au bord d'une falaise, soutenue uniquement par de fins poteaux et poutres en bois qui sont incrustés dans la roche. Construit il y a plus de 1500 ans, ce temple a été conçu non seulement pour impressionner, mais aussi pour des raisons pratiques. En étant suspendu au-dessus de la falaise, le temple est protégé des inondations, et sa position élevée le met à l'abri du soleil intense et des vents forts qui frappent souvent la région. Ce design ingénieux a permis au temple de survivre au fil des siècles, résistant à l'épreuve du temps et les intempéries. Ce qui rend le temple suspendu encore plus fascinant, c'est qu'il abrite 3 religions différentes, le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Ce lieu sacré a été un symbole de la coexistence pacifique entre ces croyances pendant des siècles. Et il reste un site de pèlerinage pour les moines et les croyants du monde entier. L'accès au temple n'est pas facile. Les visiteurs doivent marcher à travers des passages étroits et sinueux taillés dans la roche, ce qui ajoute une sensation d'aventure à l'expérience. Une fois à l'intérieur, les petites salles et sanctuaires sont décorés de statues et de symboles religieux, créant une atmosphère sereine et spirituelle. Le temple suspendu de Hanshan a été restauré au XXe siècle, après avoir subi des dommages au fil des ans. Aujourd'hui, le temple suspendu de Hanshan. C'est un lieu, c'est une destination touristique populaire et il a été déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré son apparence fragile, le temple reste debout, défiant non seulement la gravité, mais aussi le temps. Ce temple suspendu est un rappel de l'incroyable habileté architecturale des civilisations anciennes, et de la manière dont, même dans les endroits les plus inhospitaliers, l'être humain est capable de créer des œuvres d'art qui perdurent pendant des siècles.